Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, les Cahiers de doigts d'Arthur Rimbaud. Et l'objectif est super clair. Donner toutes les clés pour tout comprendre et cartonner au bac de français. Alors, lui, c'est Arthur Rimbaud. Et le truc qui est complètement dingue, c'est qu'il a écrit ses poèmes, des textes qui ont littéralement révolutionné la poésie, à l'âge qu'ont les lycéens aujourd'hui. Oui, entre 15 et 16 ans. C'est vraiment l'ado-poète par excellence, quoi. Cette phrase, elle est culte. Tirée du poème Roman, elle donne direct le ton. C'est ça l'esprit de tout le recueil. Un cocktail de révolte, de soif d'absolu et d'ironie. Bref, tout ce qui bouillonne à l'adolescence. Bon, voilà le programme, on va décortiquer le personnage, l'histoire un peu folle de ce recueil, ses thèmes, sa forme, et bien sûr, on finit avec des conseils pratiques pour l'examen. Allez, on y va. Ok, pour bien piger Rimbaud, faut d'abord piger son époque. C'est crucial. En fait, son propre chaos intérieur, il fait complètement écho au chaos de la France de 1870. Et regardez comme tout va très très vite en quelques mois. La guerre éclate, l'empire de Napoléon III s'effondre, et pendant ce temps-là, le jeune Rimbaud, il fait quoi? Il fugue. C'est dans cette ambiance de crise totale, de rupture, qu'il va écrire les 22 poèmes des Cahiers. Alors là, on touche à un truc fascinant. Cette œuvre, telle qu'on la connaît, elle n'aurait jamais dû exister. Son histoire est aussi dingue que son auteur, en fait. Le point absolument essentiel à retenir, c'est ça. Les Cahiers de doigts, ce n'est pas un livre que Rimbaud a voulu et organisé. Pas du tout. C'est une collection qu'on a faite après sa mort, un regroupement de poèmes d'ados recopiés à la va-vite pendant ses fugues. C'est presque un journal de bord poétique, si on veut. Et comme si ça ne suffisait pas pour la légende, 1 an plus tard, Rimbaud renie tout. Il demande à son ami Demeny de tout jeter au feu. Heureusement pour nous, il n'a pas écouté. Ce rejet, ça nous montre une chose. La vitesse fulgurante à laquelle Rimbaud évoluait artistiquement. C'est juste incroyable. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet, les thèmes. Ses obsessions, c'est vraiment le moteur de sa révolte et de sa poésie. Et ce sont les idées qu'il faut absolument maîtriser pour le bac. Au cœur de tout ça, il y a une envie folle de tout casser, de briser les chaînes. Il veut s'émanciper, d'abord par la fugue, l'errance, comme dans Ma Bohème. Il se libère aussi des conventions sociales en se moquant des bourgeois coincés dans À la musique. Il se révolte contre le pouvoir, contre l'empereur, contre l'horreur de la guerre. Et même sa façon de voir la nature dans Sensation ou Les premiers amours, c'est une forme de libération des sens, une émancipation très personnelle. Mais attention, la rébellion de Rimbaud, elle n'est pas juste dans les thèmes. Elle est aussi et peut-être surtout dans la forme. Il ne veut pas seulement dire des choses nouvelles, il veut les dire d'une façon complètement nouvelle. Prenez le sonnet. C'est le symbole même de la poésie classique, super stricte, plein de règles. Eh bien, Rimbaud, il s'en amuse, il le détourne. Il va prendre cette forme hyper noble pour décrire par exemple une Vénus anadyomène toute moche qui sort de son bain. C'est son terrain de jeu favori pour montrer qu'il maîtrise les codes, juste à peine de les faire exploser. Ce tableau, il résume parfaitement son projet. D'un côté, l'alexandrin, ce pilier intouchable de la poésie française, rigide, noble, et de l'autre, ce que Rimbaud en fait. Il le disloque, il le fait voler en éclats. En faisant déborder la phrase d'un vers à l'autre, il crée une tension, une énergie qu'on n'avait jamais vue. Sa poésie, d'un coup, elle respire différemment. Elle est plus heurtée, plus vivante, plus libre. Allez, voyons maintenant concrètement comment tout ça fonctionne dans 2 poèmes qu'il faut absolument connaître pour l'examen. On commence avec Le Dormeur du Val. Le tout premier vers nous plonge dans un décor de carte postale. Un petit coin de nature paisible, idyllique. La nature est vivante, la rivière chante, tout va bien en apparence. On découvre ce jeune soldat, on pense qu'il dort, ça renforce cette impression de calme. Mais il y a une petite note étrange qui s'y glisse, avec la comparaison souriant comme sourirait un enfant malade. Là, on sent une première fissure dans ce tableau si parfait. Et là, c'est la claque. Le dernier vers brutal, court, fait basculer tout le poème. Le trou de verdure devient une tombe. La nature, si belle et protectrice, n'a rien pu faire contre la violence de la guerre. C'est une dénonciation anti-guerre d'une efficacité juste redoutable. On change complètement d'ambiance avec Ma Bohème, qui est l'hymne absolu à la liberté. Ici, la pauvreté, elle n'est pas triste, au contraire, elle est revendiquée comme un signe de liberté totale. Le vieux manteau devient idéal. Idéal parce qu'il n'existe presque plus, et idéal parce qu'il permet au poète d'atteindre son idéal de vie et de poésie. Et cette métaphore du petit pousseur rêveur est juste magnifique. Le poète, c'est un vagabond qui sème des rimes comme des petits cailloux. La marche, l'errance, la création poétique, tout ça devient la même chose. C'est l'évasion par l'art dans ce qu'elle a de plus pur. Bon, on arrive à la dernière ligne droite.
la partie la plus stratégique. Comment on utilise tout ça pour assurer à l'épreuve du bac? Le mot-clé à avoir en tête, c'est celui du parcours officiel, émancipation créatrice. Notez bien le pluriel. Ça veut dire qu'il faut chercher et analyser toutes les formes de libération dans le recueil, personnel, social, politique et bien sûr poétique. Chaque poème peut être lu avec ces lunettes-là. Pour l'écrit, pour la disserte, il faut une vision large. Structurez votre plan autour des différents types d'émancipation. Par contre, pour l'oral, l'analyse doit être chirurgicale, super précise. Il faut montrer comment le texte crée du sens, comment le rythme et les images fonctionnent, sans jamais oublier de raccrocher votre analyse au parcours. Pour aider un peu à préparer la dissertation, voilà quelques idées de sujets. Par exemple, en quoi les cahiers de doigts sont-ils une poésie de la révolte? Ou encore, comment Rimbaud exprime-t-il ses émancipations créatrices à travers la nature? Et une autre, la fugue dans le monde est-elle aussi une fugue dans la poésie? On voit bien que toutes ces questions tournent autour de cette grande idée de rupture, de libération. Et on va finir là-dessus avec une question un peu plus large. En lisant Rimbaud, on finit par se demander si, au fond, la poésie ne doit pas toujours être une forme de rébellion. Une façon de contester le monde, de faire exploser les formes, de réinventer la langue. C'est peut-être ça, finalement, l'héritage le plus puissant de ce jeune poète en cavale.